Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi soir. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal, l'élégance dans tous ses états ce week-end en principauté. Élégance animale avec le traditionnel concours de beauté dans le cadre de l'exposition canine internationale sous le chapiteau de Fontvieille où nous retrouverons d'ici 10 minutes maintenant la présidente de ce rendez-vous annuel si cher aux amoureux de chiens d'exception, Mélanie de Massy. L'élégance sur les flots, comme à quai, avec la Monaco Classic Week, ces vieux gréements qui ne laissent jamais personne indifférent, avec ce matin son concours de prestige, son concours d'élégance pour le plus grand plaisir des yeux. Et puis, dans un instant, nous nous intéresserons à la protection de notre Grand Bleu, une Méditerranée exemplaire. C'est l'un des grands axes de travail actuellement pour Annick Girardin, ministre français de la Mer, en visite en principauté. La France et Monaco unis pour encore et toujours tenter de faire adopter à tout un chacun un comportement vertueux face aux éléments, les mers et océans qui nous entourent. Annick Girardin sera ce soir notre grand témoin sur Monaco Info. Mais commençons ce journal en saluant la très belle victoire, la première chez les professionnels du boxeur monégasque Hugo Micallef. C'était hier soir sur le central de Roland-Garros à Paris, en première partie du combat du champion français Tony Yoka. Juliette Rappert et Thomas Deus étaient au bord du ring. Diamant, paillettes, entrée fracassante pour Hugo Micallef. Il a fait le show et il a gagné face à son adversaire argentin Ezequiel Gregores dans la catégorie des super légers. 40-36 pour les trois juges, victoire unanime. Un beau combat et de belles esquives. Hugo a su se montrer serein sur 4 rounds malgré un adversaire tenace. C'était un adversaire compliqué et qui ne se laissait pas beaucoup toucher et qui avait aussi l'envie de gagner. Comme je l'ai dit dans d'autres interviews, il n'était pas là pour mettre le genou au tapis. Il pouvait facilement m'ouvrir comme ça a été le cas. Donc on avait comme plan de le contrôler et de surtout contrôler le combat en entier du début à la fin du premier au quatrième round. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a plutôt bien marché. Voilà. Après, c'est les risques du métier, je dirais. On s'est quand même entrechoqué et je me suis quand même coupé. Mais sinon, les 4 rounds étaient contrôlés et pour ça, je suis très content de moi. Une légère blessure qui sera vite oubliée. Un premier combat sur le central de Roland-Garros, une première victoire. Le prochain combat est attendu pour la fin de l'année. L'actualité du jour, c'est avec vous, Yannick de Bever, et une nouvelle opération anti-pass sanitaire dans les rues de Monaco. Bonsoir à vous, Yannick. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Troisième mouvement de grève en une semaine pour les monégasques anti-vaccins et anti-pass sanitaires. Comme les deux précédentes, la manifestation est partie de la place des Moulins à 14 h. Les manifestants avaient reçu l'ordre ce matin de se disperser à 15 h 15. Une mesure prise par le gouvernement pour ne pas mettre en péril la sécurité sur les autres événements du week-end, comme par exemple le montage du Yacht Show, la Classic Week ou bien le match de Ligue 1 Monaco-Marseille. Comme chaque semaine, Yannick, les chiffres de la Covid-19 en principauté. On vous l'avait annoncé hier, le taux d'incidence est en baisse à Monaco. 8 nouveaux cas positifs ont été relevés ce vendredi, ce qui porte le total à 3273 monégasques touchés par le coronavirus depuis le début de la pandémie. Côté vaccin, le gouvernement annonce que 58% de la population possède un schéma vaccinal complet, soit 22 811 personnes. Avant de recevoir Annick Girardin, ministre français de la Mer, on le sait Yannick, le gouvernement monégasque est très investi sur le plan environnemental et ce à tout niveau. Preuve encore avec cette initiative en faveur de la réduction des déchets qui aura lieu entre le 20 et le 28 novembre prochain. Jamais 203 après des éditions 2019 et 2020 très réussies malgré la crise sanitaire. La principauté participe encore cette année à la semaine européenne de la réduction des déchets. Pour cela, le gouvernement fait appel à vous, monégasques ingénieux, pour concevoir des projets et des actions destinées à la sensibilisation du traitement des déchets. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, la première réunion d'information se tiendra ce mercredi 15 septembre à 9 h en visioconférence. Contactez l'adresse environnement@gouv.mc pour plus d'informations. Grand témoin ce soir sur Monaco Info. La ministre de la Mer en France, c'est Annick Girardin qui nous a rejoint en principauté. Bonsoir à vous, Madame la ministre. Bonsoir. Déplacement à Monaco toujours d'importance. On sait qu'il y a 3 liens quand même qui ont été créés depuis longtemps. C'est quoi? C'est un partenariat privilégié finalement entre Monaco et la France?
Entre Monaco et la France, effectivement, nous avons des partenariats privilégiés et c'est vrai que le prince Albert II est très engagé dans la protection des océans, dans le développement d'activités durables et nous menons un certain nombre de combats en commun. Mais en même temps, nous sommes dans une dynamique sur les questions océans parce qu'on sort de l'UICN à Marseille. Bien sûr. Nous allons nous retrouver à Bizerte l'un et l'autre sur le forum de la mer dans quelques jours. Et Oui, puis il y a les assises de l'économie maritime qui ont lieu la semaine prochaine, également à Nice. Donc on est dans un contexte où il y a beaucoup d'initiatives et où tant mieux on fait avancer la cause de l'océan. L'important finalement, c'est de réunir le plus possible de pays qui sont automatiquement en contact avec la mer et les océans. Pourquoi? Pour créer une mer, un océan exemplaire, vous l'avez dit. Ça veut dire quoi exemplaire? Alors, ce sont des coalitions. L'important quand on utilise le mot exemplaire, c'est de se dire pour qui on veut être exemplaire. D'abord, en ce qui concerne les actions de la Méditerranée, puisque c'est de ce plan dont on parle, pour ceux qui vivent sur les rives de la Méditerranée. Cette Méditerranée aujourd'hui qui est largement polluée, qui est fragilisée et pour lesquelles il faut prendre des mesures d'urgence. Et nous avons souhaité utiliser le mot exemplaire aussi parce qu'il faut que nos actions soient exemplaires et surtout exemplarité dans la réalisation. C'est pour ça que ça s'appelle un plan, parce que souvent, avec le prince Albert II, nous avons dit les mêmes choses, parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, à la fois dans la COP 21, mais aussi quand j'étais ministre des Outre-mer, et puis dernièrement sur plusieurs interventions, et bien que l'océan, c'est aussi des solutions. Bien entendu, il faut le sauver parce qu'il est fragilisé, mais c'est aussi l'espace des solutions. Et ces solutions, il faut qu'on les mette en œuvre, en action, pour tous ceux qui vivent sur le bord de la Méditerranée, quand c'est la Méditerranée, mais plus largement cet océan et les actions que nous avons à mener. Vous dites qu'il faut se précipiter, qu'il y a urgence ou qu'on arrive maintenant à être un peu plus réaliste et qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits un peu à gauche, à droite, partout sur la planète ou pas? Alors, d'abord, il faut dire que oui, on est dans l'urgence. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Ici, je suis dans la salle Albert Ier et quand on visite cette exposition, au musée, quand on visite cette exposition, on voit bien que ce qu'il avait dit il y a déjà plus de 100 ans se révèle aujourd'hui vrai, c'est-à-dire mieux connaître ce besoin de connaissance, ce besoin de recherche scientifique, mieux connaître pour mieux éclairer les décideurs à prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est important. Il faut aussi, au-delà des actions dont je viens de parler, qu'on travaille davantage sur une meilleure connaissance de l'océan, une meilleure connaissance de nos fonds marins. On connaît tout juste 10% de nos fonds marins, alors qu'on connaît bien mieux la Lune aujourd'hui. Vous pensez également que ça passe par notre relance économique, par exemple, qu'elle soit française, monégasque ou italienne pour les pays voisins? Vous pensez que là, il y a aussi une carte à jouer? Peut-être qu'il y a une économie un peu plus propre, plus bleue, comme on dit souvent? Alors, on s'y est engagés les uns et les autres, oui, ou la plupart des pays de cette planète, puisque aux Nations Unies, nous nous sommes tous engagés pour mettre en application les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Il y en a un, c'est le numéro 14, qui concerne effectivement les océans. Protection et développement durable de nos océans. Eh bien, c'est essentiel et cet engagement, qui est pour 2030, nous voyons bien que le temps tourne et que nous devons être au rendez-vous. Mais je crois qu'on a déjà embarqué les entreprises dans cette volonté de changer les modèles, les méthodes. Et puis là aussi, il faut se le redire, la crise nous a montré que nos modèles ne survivent pas tous à ce type de crise ou au dérèglement climatique. Et ça, c'est bien. Et puis, à Marseille, chacun a compris et chacun l'a dit, le climat, l'humanité, la nature ne font qu'un. C'est une préoccupation unique, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, cet ensemble, eh bien, c'est les océans, ou du moins c'est l'océan qui les unit. Et donc, on fait bloc et on doit apporter une réponse collective et sur tous les domaines. Qu'allez-vous retenir, Madame la Ministre, de votre passage en principauté de Monaco, les temps forts? Peut-être que vous avez eu le temps d'être reçu, vous l'avez dit, par le prince Albert II, par le ministre d'État. Vous avez visité également l'Institut du OHI chez nous, ici à Monaco. Et vous êtes dans un lieu ô combien historique et important ici à Monaco, chargé d'histoire, bien sûr. Tout à fait, mais la conviction qu'il nous faut aller très vite, et notamment, je dirais, en priorité, sur la recherche. La meilleure connaissance des océans au service de tous et de toutes les activités économiques maritimes et bien entendu aussi de la protection. C'est véritablement là-dessus qu'il nous faut avancer beaucoup plus vite pour prendre les bonnes décisions. Et puis on a un rendez-vous demain, je vais le dire comme ça, puisque le président de la République vient de l'annoncer, c'est ce Ocean Summit ou ce sommet international sur les océans qu'on organisera en France
avant la fin de l'année ou tout début de l'année 2022 et qui nous permettra d'avancer à nouveau sur un certain nombre de sujets et d'annoncer de nouvelles coalitions, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que nous portions collectivement ce combat de la protection de l'océan et de son développement durable. Merci mille fois, Madame la Ministre, d'avoir été notre grand témoin ce soir sur Monaco Info. Merci. Il s'agit de l'un des temps forts de la Monaco Classic Week, le concours d'élégance qui avait lieu aujourd'hui. Les bateaux ont navigué sous le regard des membres du jury. Que juge-t-on exactement? Élément de réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Ils étaient 33 au total à défiler à l'entrée du port Hercule dans la section voilier de tradition. Quelques-uns de leurs noms, Alcyon, Mirblé Classique, Emilia, Lady Anne et bien sûr Twiga, plus que connu en principauté. 3 catégories composaient le tableau de chacun des membres du jury: esthétique du bateau, tenue de l'équipage et coup de cœur. Un concours qui s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Il représente d'abord et essentiellement l'expression de la passion. Après, il représente aussi tout le passé maritime de la principauté, toute la partie yachting, pas le passé maritime, mais du yachting en tous les cas. Et c'est un moyen de mettre en exergue toutes les nombreuses escales que les yachts ont fait depuis un peu plus de 100 ans à Monaco. Donc c'est pas que ça, Monaco et la mer, c'est pas que le yachting, mais le yachting en fait partie et ça continue de l'être. Une chose est sûre, leur succession devant la jetée Luciane a été un émerveillement pour les yeux. À noter également dans ce concours d'élégance la section motor yacht d'époque et canot automobile aussi. On a beau avoir l'habitude, c'est toujours un moment d'émotion. C'est un moment d'émotion parce que d'abord dans la période, il n'y avait pas eu de Classic Week, donc c'est un moment d'émotion de retrouver ces magnifiques yachts, ces magnifiques bateaux, ces canots, ces motor yachts, c'est la particularité de la Classic Week. Et puis aussi c'est un grand moment d'amitié puisqu'on retrouve des amis qu'on a vus un peu partout sur tous les plans d'eau. Il y en a qui viennent des Caraïbes, il y en a qui viennent d'un peu partout et c'est l'occasion de retrouver tout le monde. Et ça c'est vraiment aussi, ça fait partie du charme de ce rendez-vous. Preuve d'ailleurs de l'importance de la manifestation, les organisateurs ont dû refuser du monde cette année. Tous les résultats du concours d'élégance de cette 15e Monaco Classic Week sur le site de l'événement. L'élégance encore et toujours avec nous ce soir. Mélanie Demassy, présidente de l'exposition canine internationale qui se déroule en ce moment sous le chapiteau de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Paco. 1 millier de chiens, 170 races, c'est ça à peu près? Combien de pays représentés? Oui, alors nous avons cette année 21 pays représentés. Pour les raisons de Covid et de règles sanitaires, nous avons décidé de limiter le nombre de chiens. Donc cette année, nous en avons 726, alors que normalement, nous en avons plutôt autour de 1350. Ah oui. Je dis autour car plusieurs éleveurs viennent avec parfois 6 ou 7 chiens. Vous pouvez venir avec 1, 2, 3, mais donc évidemment, ça, on tolère. Donc on décide toujours de limité à peu près à un chiffre, sachant que ça risque d'être un ou deux en plus ou 3 en plus. Il y a des races un peu plus bruyantes que d'autres, parce que derrière vous, il y a un petit peu de bruit, bien sûr. Hein. Oui, bah ça dans une expo canine, c'est difficile de tous les faire taire. Alors nous avons 191 races représentées cette année, donc oui. toutes les tailles, tous les groupes. Les critères, on en parle souvent, il y a des règles standards évidemment pour décerner des prix. Le prix, le principal, c'est lequel chez vous? Le principal, la grande finale, s'appelle le Best in Show. Ça, c'est voilà. Dans toutes les expositions canines. Il faut savoir que nous sommes quand même sur un circuit international. Nous sommes une des expos canines les plus respectées au monde, sachant que nous sommes aussi une des plus anciennes après Crafts. Bien sûr. Et donc, le diplôme qu'ils essayent tous d'avoir, c'est le CACIB, donc certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Et le CACIB obtenu à Monaco est vraiment l'un des plus recherchés. D'accord, c'est un vrai grand concours. C'est pas facile de juger. Qu'est-ce qu'on juge? Est-ce qu'on juge aussi là? Parce qu'il y a des races différentes, vous avez dit, les petits, les grands, les gros, ceux qui nous font un petit peu peur ou les tout petits que l'on adore évidemment. Je sais que vous aimez vous avez un petit chien, vous allez dire, si je peux me permettre. Hein. Oui, absolument. Moi j'ai un teckel nain, noir et feu. Mais j'aime tous les chiens. J'ai eu aussi dans le passé un Golden Retriever. Avant j'avais un Cavalier King Charles. Mais actuellement j'ai un teckel. Voilà, mais ça veut bien dire que c'est jamais simple de pouvoir, j'allais dire, distinguer à chaque fois le plus beau chien d'un concours canin, surtout comme celui de Monaco. Qu'est-ce qui fait la différence à un moment? C'est quoi? C'est la présentation? C'est le maître et son chien?
Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut des juges agréés par la FCI, la Fédération canine internationale. Et ce sont des années et des années d'études. Parce que donc les juges, c'est souvent des gens qui ont des élevages et qui vont être plus passionnés par une race ou une autre. Et ils vont commencer par apprendre tous les critères standards, les critères exacts d'une race, puis d'une autre race, généralement toujours dans le même groupe. Oui, non, mais c'est comme les Césars et les Oscars, hein, bien sûr. Il en faut pour tous les goûts. Ça a toujours un coût hein, quand même d'avoir un chien de race comme ça, un chien de concours. C'est quelque chose qui se budgète aussi. Hein. Oui, ce sont tous des chiens d'élevage. Enfin, la plupart, c'est vraiment les éleveurs qui amènent leurs chiens. Ouais. Après, vous avez les handlers. Donc parfois, c'est l'éleveur lui-même qui va présenter son chien. Ou parfois, ils ont les handlers professionnels. Il faut savoir que ce soit les éleveurs ou les chiens de concours ou les handlers, ils font ça toute l'année. C'est leur métier. Ils vont d'expo en expo. Il y en a pour tous les goûts, on l'a dit. Il y a aussi tous les âges. Il y a un concours pour les plus jeunes comme pour les vétérans. Oui, ça en effet. Alors ça ne fait pas partie du circuit international, oui. Mais c'est ma mère et moi avons décidé de créer ça il y a 4-5 ans maintenant. Nous avons la catégorie puppy, donc les chiens de 3 à 6 mois. Pardon, minor puppy, les chiens de 3 à 6 mois. Les papis, donc qui sont les chiots de 6 à 9 mois, les jeunes de 9 à 15 mois, et puis les vétérans à partir de 7 ans. Sans vouloir rendre jaloux votre teckel, est-ce que vous avez un coup de foudre pour un des chiens présents à Monaco sous le chapiteau de Fontvieille en ce moment? Écoutez, pas que je ne pense qu'au teckel, mais j'ai vu tout à l'heure un petit teckel arlequin qui doit être minor puppy ou puppy. Enfin, en tout cas, il est très jeune, il est chiot. J'ai pas eu le temps de vraiment pour l'instant m'arrêter le voir, mais je vais essayer d'aller le voir tout à l'heure, qui est absolument adorable. Mais sinon, vous parlez de grands chiens tout à l'heure. C'est vrai qu'en 2018, j'ai eu un gros coup de cœur pour un mastif tibétain. Donc ça, c'est les plus gros, les plus lourds chiens au monde. Ils peuvent aller jusqu'à plus de 100 kilos. C'est eux, à l'origine, et encore aujourd'hui, qui gardent les temples au Tibet. Et j'ai vu aussi tout à l'heure de très très beaux Leonberg, ceux justement qui aboyaient. Et nous avons de très très beaux chiens cette année, comme chaque année. C'est jamais simple de choisir évidemment dans la vie. Et là, vous avez le choix de voir et surtout d'admirer tous ces chiens d'élevage, hein, souvent, à l'occasion de ce grand concours, historique concours à Monaco, bien sûr, avec plus de 1000 chiens, on l'a dit, et plus de 180 races présentes sous le chapiteau de Fontvieille jusqu'à demain soir. Merci 1000 fois, Mélanie Massy, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très très beau salon. Merci à vous, Monsieur Paco. À bientôt. Les journées de l'arbre à Roquebrune-Cap-Martin sont devenues des rendez-vous incontournables dans cette commune où les liens avec Monaco sont forts, comme le prouve d'ailleurs la participation chaque année du prince Albert II. L'édition 2021 est placée sous le signe d'un thème qui lui est cher, l'environnement. Reportage, Julien Laugier, Sandrine Nègre. Les Journées de l'Arbre investissent de nouveau le plateau du Cap-Martin, un site bien connu pour tous ses arbres et en particulier ses oliviers. L'événement artistique est entré, lui, dans sa 10e année. Le point particulier cette année, je tiens à le souligner, eh bien figurez-vous que tous les services municipaux, à la fois en reconnaissance par rapport au prince souverain qui soutient cette manifestation, pour le plaisir d'apporter leur propre œuvre, eh bien nous ont doté d'œuvres qui sont disséminées comme cela un peu partout dans le parc et qui sont des œuvres particulières puisqu'elles sont, si vous voulez, elles font l'objet de récupération. Donc vous voyez un petit peu l'image et le message qui est passé. Ces œuvres entendent donc alerter et sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Non loin d'elle, les visiteurs pourront découvrir aussi les pièces d'artistes devenues des habitués de ces Journées de l'Arbre. C'est une œuvre photographique, ça fait partie d'un cycle que j'ai appris, le cycle des blasons. Nos familles royales, on a tous grandi avec des blasons. À l'époque, quand on ne savait pas lire ou écrire, les blasons, c'était un peu l'ancêtre de l'emoji aujourd'hui, de l'émoticône. Donc un blason, ça donnait un message que maintenant on a sur nos téléphones. Et donc j'ai voulu utiliser ça fait partie de ma tradition en fait. J'ai vécu avec les blasons. Il y a plusieurs œuvres que j'ai déjà offertes.
Ça, c'est la troisième. C'est un surréaliste naïf indien qui habite à New Delhi, qui est assez connu dans le monde. Vous le trouverez un peu partout. Et j'ai envoyé des photos du parc. C'est difficile parce qu'il ne connaît pas l'endroit, il ne connaît pas les gens. Et il a fait un tableau d'après les photos pour mémoriser ces 10 ans d'arbrés. Des œuvres à voir dans le cadre de ces journées de l'arbre jusqu'au 30 septembre au sein du parc du Cap-Martin de 9h à 19h. Et on passe au sport, Yannick. La Formule 1 tout d'abord et la dernière séance de qualification du Grand Prix d'Italie à Monza où Ferrari rêve de briller. Charles Leclerc s'élancera de la 5e position demain pour le Grand Prix d'Italie. 6e de la qualification sprint, le Monégasque profite de la rétrogradation de Valtteri Bottas pour changement de moteur. Son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz, sera sur la même ligne juste derrière. Des qualifications de bon augure donc pour l'écurie au cheval cabré, 3e au championnat constructeur. Charles Leclerc tentera lui d'aller décrocher le premier podium de sa saison sur le Grand Prix qu'il avait remporté en 2019. A noter que c'est le leader du championnat Max Verstappen qui partira en pole position. Le paddle tennis, ce sport de raquette en vogue, continue de prendre beaucoup d'importance. Preuve en est avec cette sublime installation à Monaco la semaine prochaine. Une installation sublime, vous l'avez dit, sur la place du Casino de Paris pour le court central. Les autres rencontres se dérouleront au tennis Padel Soleil sur les hauteurs de Monaco. Les meilleures paires du circuit APT s'affronteront du 13 au 19 septembre à l'occasion du Hublot Monaco Master. Un rendez-vous prestigieux qui pourrait bien s'imposer comme un événement sportif incontournable des prochaines années. Hier soir, à l'hôtel de Paris, la Dolce Vita était, Yannick, à l'honneur. Un concert à la bougie somptueux de la pianiste virtuose monégasque Stella Almondo a émerveillé les clients de l'hôtel de Paris Monte-Carlo. Du 10 septembre au 10 novembre, l'établissement luxueux propose sa définition de la Dolce Vita avec plusieurs soirées d'exception. Dans ce cadre, la Vita Monte-Carlo sonnait comme un concert d'ouverture au sein de la salle Empire. La DJ-compositrice Irène Drezel a quant à elle accompagné les clients tout au long de la soirée depuis ses platines. On reste dans cet univers au Grimaldi Forum. Après les expositions de l'été, de nouveaux rendez-vous musicaux cette fois avec les Thursday Live Sessions. Mais pas seulement. Alfonso Chula va nous en dire plus ce soir. Cette semaine a été marquée par la rentrée scolaire, mais pas seulement. La preuve, les musiciens faisaient aussi leur retour au Grimaldi Forum. Les Lehman Brothers ont ouvert le bal dans le cadre des Thursday Live Sessions. Le 11 novembre, oui, avec les O Sisters, c'est de la musique électro. Le 2 décembre, avec un délire brésilien, un disco brésilien en compagnie d'un artiste fabuleux qui s'appelle Joao Selva. Et après, en 2022, on aura Yarol Poupo le 24 mars et Laura Cox le 28 avril. Entre les dates qui sont figées, on est en pleine programmation là-dessus parce qu'entre les reports, les annulations, tout ça, les nouveaux artistes émergents, eh bien, c'est un véritable casse-tête qu'on essaye un petit peu de résoudre avec toujours le même souci, avoir une qualité et une diversité musicale qui permettent au public d'avoir toujours la même satisfaction à venir nous rejoindre ici au Grimaldi Forum. Et le calendrier musical du Grimaldi Forum va bien au-delà de ces Thursday Live Sessions. Plusieurs artistes vont aussi rythmer l'agenda du Centre de congrès de culture. On a eu Julien Clerc, effectivement. On va poursuivre donc cette programmation, je dis entre guillemets plus classique, avec Lang Lang justement, le 21 octobre. Il y a les Sérénissimes de l'humour du 10 au 13 novembre. Nous aurons Benjamin Biolay le 4 décembre, qui sera suivi par un spectacle destiné exclusivement aux enfants qui est Pas de patrouille le 8 décembre. Et puis on continuera avec Carla Bruni le 7 janvier 2022 et le grand Iggy Pop qui nous fera le plaisir, suite à plusieurs reports dus à la Covid, d'être ici parmi nous le 19 mai 2022. Plusieurs surprises, sachez-le, enrichiront aussi très certainement cette programmation. Et on vous retrouve Yannick de Bever pour la météo de ces prochaines heures. Eh bien demain il fera beau sur la principauté malgré quelques passages nuageux.
Les températures sont stables, il fera 21 degrés au lever du jour et 27 pour la maximale. Le soleil pointera le bout de son nez dès 7h04 et se couchera à 19h49. Vous pourrez encore profiter de la mer demain avec une eau à 24 degrés. Et ce dimanche 12 septembre, nous souhaiterons une bonne fête à tous les apollinaires. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour au cœur de l'exposition canine internationale sous le chapiteau de Fontvieille. Photo signée ce soir Stéphane Dana. On se retrouve demain, dimanche, 20h, pour votre best-of, les meilleurs moments de votre semaine sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.